Dimanche 20 novembre, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Ce dimanche, donc, va se clôturer la 18e édition du sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Les dirigeants veulent donner une impulsion nouvelle à l'Organisation internationale de la francophonie qui est aujourd'hui confrontée aux réalités sociales et politiques de tous ordres au sein des États membres. On ira en Tunisie où nous attend Franck Kouadio. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a procédé à Sakassou, dans la région de Gbeke, à la pose de la première pierre des travaux de rénovation de l'hôpital général. Il s'agit d'une maternité, d'un bâtiment incinérateur et d'un bloc énergie qui vont coûter 1,4 milliard de francs CFA. C'est le grand jour. La Coupe du Monde FIFA 2022 débute ce dimanche au Qatar. Le match d'ouverture opposant le pays hôte, le Qatar, donc, et l'Équateur, se jouera à 16h, temps universel. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont les 5 qualifiés africains. Ils portent nos espoirs sur leurs épaules. Les organismes mandatés par les gouvernements pour gérer la branche retraite veulent lutter plus efficacement contre la précarité des personnes âgées. En décembre 2016, le Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale a décidé d'instituer tous les 2 ans l'organisation du Forum international sur la retraite. Un forum avec pour objectif de mener une réflexion commune sur la problématique de la branche retraite dans la zone Cyprès, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. L'édition 2022 vient de se tenir ici à Abidjan. Pendant 72 heures, les acteurs de la prévoyance sociale des 17 pays de la zone se sont réunis au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Quelles recommandations au sortir de ce 4e forum et quel avenir pour nos institutions de prévoyance sociale? Voilà quelques questions que nous allons poser à Maître Adama Camara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale que nous avons invité dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Diaby. D'accord. Vous êtes satisfait après ce 4e forum qui s'est tenu ici chez nous? Oui, nous sommes extrêmement satisfaits des résultats de ce forum que nous avons tenu pour la 2e fois dans notre pays. D'accord. Ouais. 2018, la première 2018, fois. La première. Là, c'était à Bassam. C'était à Bassam. Cette année, c'était à Abidjan. D'accord. On va vous retrouver tout à l'heure pour nous dire pourquoi vous êtes tant satisfait de ce forum. Avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le 18e sommet de la francophonie s'est ouvert hier, 19 novembre, à Djerba, en Tunisie. Les travaux se déroulent jusqu'à ce dimanche, 20 novembre, à la mi-journée. Cette année, le thème retenu est la place du numérique au sein de la francophonie. Le sommet s'achèvera donc par l'adoption de la déclaration de Djerba, mais aussi l'annonce du prochain pays hôte. Franck Kouadio, Célestin Kouadio. En ce moment même, se tient le clou final du 18e sommet des chefs d'État de la francophonie sur l'île tunisienne de Djerba. Avant la journée d'aujourd'hui, c'était hier les 8 clos, 2 au total. Le premier sur l'avenir de la francophonie et le second concernait l'élection de la secrétaire générale de la francophonie. Rappelons que la Rwandaise Louise Mushikiwabo est candidate à sa propre succession. Je vais vous faire des propositions sur lesquelles j'ai mené une réflexion sérieuse avec vos représentants depuis 2019 afin de déterminer ensemble de manière encore plus précise où nous allons dans notre séance à huis clos de cet après-midi consacrée à la francophonie de l'avenir. Je considère pour ma part que nous allons vers une francophonie renouvelée où chaque pays a pleinement sa place. Tous les pays, tous les gouvernements membres de notre organisation comptent à mes yeux. Le président Alassane Ouattara a pris part la veille à l'ouverture du sommet ainsi qu'aux échanges. La Côte d'Ivoire reste présente avec une délégation de ministres, dont le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac. La conférence de clôture, quant à elle, aura lieu en début d'après-midi.
C'est un reportage de Franck Quadio et Célestin Frodo. Je vous le disais en titre, la première Coupe du monde de football à se tenir dans le monde arabe commence ce dimanche 20 novembre à Al-Khor, au Qatar. Pour la première fois depuis 20 ans, la Coupe du monde est organisée sur le continent asiatique. Le pays organisateur ouvre donc le bal aujourd'hui face à l'Équateur pour le premier des 64 matchs prévus jusqu'à la finale le 18 décembre. Le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie vont-ils remettre l'Afrique à son plus haut niveau mondial? Les 5 qualifiés africains ont en tout cas un premier défi qui consiste à sortir des poules. Il y a 4 ans, aucun n'avait réussi à survivre au premier tour, ce qui n'était plus arrivé depuis 1982. Le travail forcé des enfants est un risque présent dans la chaîne d'approvisionnement de cacao. Lorsque des enfants sont exploités dans la production de cacao, il s'agit d'un cas de traite d'êtres humains. Heureusement, la lutte contre le phénomène s'accentue et les enfants sont de plus en plus retirés des plantations. À Vavois, par exemple, plusieurs centaines d'entre eux bénéficient à nouveau du droit à l'éducation grâce à la première dame de Côte d'Ivoire et à l'ONG Save the Children. Corona Soro, RTI Boaké. Kwame Kro, campement de producteurs de cacao dans le département de Vavois. Alexis Kwadjo, chef de ce campement, sensibilise ces populations sur les droits des enfants. On parle des droits d'enfants, mais nous, on ne sait rien dans ces droits d'enfants-là. Donc, on utilisait nos enfants comme on voulait. On va au champ avec eux. Il y a eu un changement quand nous avons croisé une ONG. Quand ils sont venus pour nous former concernant le droit des enfants, nous avons pris l'engagement de ne plus forcer les enfants à faire ces travaux-là. Dans ces temps-ci, la place de nos enfants, c'est à l'école. À Kwame Kro, la lutte contre le travail des enfants porte des fruits. Les enfants ont désormais droit à l'éducation. Une école communautaire a été créée afin d'éviter que ces enfants parcourent les 7 km pour rallier l'école la plus proche. C'est une école communautaire. C'est nous-mêmes qui sommes débrouillés pour avoir cette école afin de maintenir nos enfants à l'école. Ces résultats sont à l'actif de la première dame, Dominique Ouattara, et des ONG. Ce véhicule Children, pour mettre fin à la main-d'œuvre juvénile, a mis en place des mécanismes. Mettre en place des activités génératrices de revenus qui vont concourir donc à faciliter la scolarisation des enfants. L'AVEC, on a décidé de mettre en place pour au moins nous soutenir. Pour les enfants, c'est par rapport à leur scolarité et puis leur santé aussi. On a fait l'association pour qu'on ait quelque chose pour soutenir les enfants à l'école. On a organisé ce groupe. Le jour où on va, c'est payant. Pour intensifier la sensibilisation sur la promotion des droits des enfants, des comités d'éveil sont installés dans les villages et campements. Les membres de ces comités sont formés par l'ONG Save the Children. Le message que je vais apporter aux parents, c'est pour aller dire à les parents d'arrêter de faire, d'arrêter d'amener les enfants au champ, d'arrêter d'être violents aux enfants. Depuis Kwame Kro, les populations ivoiriennes sont exhortées à introduire dans leur quotidien la promotion des droits des enfants. C'est depuis 1959 que la Journée mondiale de l'enfance a été instituée. Cette journée vise à mettre en lumière les enfants et toutes les actions pour promouvoir et protéger leurs droits. Le thème de l'édition 2022 est l'inclusion pour chaque enfant. Les enfants ont donc des droits et on se doit de les respecter. Et justement, ce 20 novembre marque la Journée mondiale de l'enfance. Journée créée en 1954 afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Et pour ce faire, un festival a été initié ici en Côte d'Ivoire. Je m'arrête là et Sayeo prend le relais. L'enfant est un être précieux de la cellule familiale. C'est pourquoi, depuis 1954, une journée mondiale lui est consacrée le 20 novembre de chaque année. En Côte d'Ivoire, l'ONG Jeunesse et Droits des enfants a initié un festival pour les égayer et mieux défendre leurs droits. Quand on parle de droits des enfants, on parle d'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle de culture littéraire. Et donc nous avons instauré dans les actions du Five un salon du livre pour pouvoir promouvoir en fait la littérature auprès des enfants. Nous soutenons, c'est aussi les droits des enfants, aussi aujourd'hui dans cette journée mondiale de la protection de l'enfance. Et un des droits fondamentaux, c'est évidemment d'aller à l'école, de pouvoir éduquer, de pouvoir être pas maltraité. Et donc c'est pour ça que nous soutenons cette ONG. Le reclassement de la Côte d'Ivoire en catégorie 2, qui signifie que l'État de Côte d'Ivoire fournit assez d'efforts pour pouvoir
éradiquer le phénomène est une information importante qu'il fallait porter aux populations pour leur gouvernement et pour savoir que leur gouvernement travaille pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire qui a été ternie par la situation du travail des enfants longtemps décriée. C'est le lieu de rappeler que l'édition 2022 de ce festival, qui s'est déroulée au centre pilote de Port-Boué les 18 et 19 novembre dernier, a eu pour thème lutte contre la violence et le travail des enfants. Après l'enfance, cette étape d'insouciance viennent la jeunesse et les responsabilités. Un emploi, par exemple, devient une priorité. Dans ce sens-là, le gouvernement fait sa part à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Des dispositifs d'insertion sont créés au profit jeunes. Ce sont notamment le PGDEC, C22 Emploi, le PADES ou des centres de formation mis en œuvre donc pour prendre en charge des dizaines de milliers de bénéficiaires. Tour d'horizon des acquis du département ministériel. Relativement aux chiffres du Bureau de coordination des programmes emploi, 126 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'insertion effective de plus de 150 000 jeunes. Les perspectives pour l'année 2023 sont également prometteuses. Que ce soit sur le CE2D et sur le PGDEC, les résultats sont atteints. Depuis les phases initiales, depuis 2012 jusqu'à maintenant, toutes les phases, on a plus de 100%. La première phase du PGDEC, c'est 121, CE2D 104. C'est ce qui fait qu'on a des financements additionnels. Le seul programme qui n'a pas démarré, c'est les chantiers écoles. Ce sont des jeunes qu'on doit mettre auprès des chantiers pour apprendre les métiers des travaux publics du bâtiment, qu'on va démarrer incessamment. 4 000 jeunes ont été formés dans 6 corps de métiers au sein de 5 centres de services civiques. 14 autres centres seront construits. Pour les journalistes conviés à cette rencontre d'information, beaucoup a été fait. Il était bon que nous qui sommes les relayeurs d'information, que nous soyons outillés pour qu'on puisse évidemment donner la bonne information aux populations, parce que bien souvent, la communication aussi, les gens n'ont pas trop d'informations sur ce que fait notamment le gouvernement pour accompagner la jeunesse. En sortant d'ici, je vais surtout pouvoir dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prévues pour 2023, parce que moi je regarde devant. Et ça me permet d'aiguillonner un petit peu, et moi et mes correspondants, pour leur dire qu'il y a des choses qui sont prévues. Allez voir sur le terrain ce qui est prévu et allez voir si effectivement c'est mis en place et surtout si c'est efficace pour les uns et si ça peut être multiplié dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique exhorte les hommes de médias à continuer de mettre en lumière les initiatives du gouvernement visant l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Mesdames et messieurs, hommes des médias, 2022 s'achève. Au cours de l'année 2023, les défis seront énormes. Nous comptons poursuivre la création d'opportunités pour nos jeunes et la transformation de ces jeunes en leur inculquant des valeurs citoyennes et civiques. Vous aviez été toujours avec nous dans cette noble et exaltante mission. Nous comptons sur vous pour continuer d'informer juste et de sensibiliser nos jeunes. Le forum de lancement officiel du PGDEC 3 sera couplé à la 4e édition de l'entrepreneuriat féminin les 28 et 29 novembre prochains. Merci à vous, Walter Amadou Ouattara. On en vient à cet autre secteur qui emploie aussi beaucoup de jeunes. Ce sont les ressources halieutiques. Et pour cela, je vous emmène à Jacquesville, à quelques 60 km d'Abidjan. C'est dans cette ville côtière que s'est tenue la formation d'une trentaine de pêcheurs artisanaux sur l'utilisation d'un nouvel outil appelé FPAT, outil qui, à ce qu'il paraît, permettra d'améliorer considérablement les productions locales des communautés côtières. Davis Oyo, Godfrey Okambawa. Surexploitation des stocks halieutiques, mauvaise gestion des ressources et manque de données fiables dans la filière de la pêche artisanale. Autant de difficultés qui fragilisent le secteur. Dans le but de combler ces insuffisances et améliorer la production, les acteurs du monde de la pêche artisanale sont instruits sur l'utilisation du FPAT, un outil d'évaluation de la performance des pêches. Ça va permettre d'améliorer d'abord, de manière générale, les conditions de vie des communautés de pêche. Ça va améliorer la gouvernance des pêches, donc une meilleure durabilité des pêches.
Donc les bénéfices sont nombreux. Donc on participe de manière générale aussi à la sécurité alimentaire parce que le fait si on renforce la chaîne de valeur, évidemment on réduit tout ce qui est perte post-capture, on améliore la qualité des produits parce que ça renforce aussi les conditions de vie des communautés parce qu'ils peuvent avoir plus de revenus. Cette formation, initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, est la troisième du genre après celle du Sénégal et du Cap-Vert. 2 nations dont les acteurs partagent les mêmes difficultés. Nous faisons le maraîchage, en même temps nous faisons la transformation. Dans le maraîchage, aujourd'hui, dans ces dernières années, on voit que le poisson diminue. Avant, on faisait la pêche au moins 5 mois dans l'année. Mais on a vu dans ces dernières années que la pêche dure seulement que 3 mois. Pourquoi? Parce que le poisson, on ne gagne plus le poisson. Donc, cet outil, dans le contexte de la production, ça peut nous arranger. Parce qu'ils parlent du mangrove. Si on ne coupe plus les mangroves, les poissons vont se reproduire. La formation de ces acteurs et experts de la filière pêche est le fruit du projet Initiative Pêche Côtière, IPC. Il vise à préserver les ressources marines et à développer la pêche côtière en contribuant à la sécurité alimentaire ainsi qu'à son essor économique. On passe au chapitre Covid, le chapitre qui s'impose dans chacun de nos JT depuis bientôt 3 ans. Depuis mars 2020, le coronavirus a touché en Côte d'Ivoire 87 870 personnes avec 830 décès et 13 cas actifs. Mais en dépit de ce coronavirus, les centres de santé se rapprochent de plus en plus des populations. Cette semaine, c'est Sakassou, dans la région de Gbeke, qui verra son hôpital général entièrement rénové. Les travaux de la nouvelle maternité, du bâtiment incinérateur et du bloc énergie sont lancés avec la pose de la première pierre par le ministre de la Santé. Ils vont coûter 1,4 milliard de francs CFA. Kader Sogodogo. La nuit est tombée. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, avec à ses côtés le ministre-gouverneur de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, et plusieurs cadres de la région de Gbeke, procèdent à la pose de la première pierre des travaux de rénovation de l'hôpital général de Sakassou. Bien avant, au cours d'une cérémonie à l'enceinte de cet hôpital, les cadres de Sakassou et de la région de Gbeke avaient tenu à saluer l'engagement du gouvernement à doter la région d'infrastructures nécessaires répondant aux besoins des populations. Ce haut cadre exemplaire, pétri de compétences, qui a décidé de mettre son expérience et son carnet d'adresses au service de ses parents pour accélérer le développement de Sakassou, a tout fait la vraie politique parce qu'il apporte le bien-être à ses parents. C'est ensemble que nous faisons ce travail de construction. En réalité, nous co-construisons Sakassou du social. Je suis heureux et fier de l'engagement de chacun et de chacune dans cette œuvre de développement solidaire. Je voudrais saisir l'heureuse occasion de cette cérémonie pour exprimer notre reconnaissance et toute notre gratitude à tous nos bienfaiteurs, avec à leur tête le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. 1,4 milliard de francs CFA pour un bâtiment maternité, un bâtiment incinérateur et un bloc énergie. Pierre Dimba, au nom du gouvernement, se présente à Sakassou comme un soldat du bien-être sanitaire. Les efforts conjugués de nos autres autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la promotion du secteur de la santé ont permis le renforcement du réseau de soins dans notre pays et singulièrement dans celle de la région du Gbeke. Ainsi, la maternité de Sakassou fera désormais partie au sein de l'hôpital de Sakassou qui sera complètement renforcé et équipé et les constructions des hôpitaux généraux à venir de Béoumi, de Botro et de Bourgo d'un réseau de soins de proximité pour faciliter l'accès aux soins de la population et réduire les décès maternels. Avant la fin des travaux prévus pour le premier trimestre 2023, Pierre Dimba a remis, au nom du président de la République Alassane Ouattara, les clés d'une ambulance médicalisée et du matériel sanitaire pour renforcer le plateau technique de l'hôpital général de Sakassou.
Et parlons de rénovation. L'Institut pour la promotion des aveugles ici à Abidjan vient d'en bénéficier également. L'INIPA a non seulement reçu des équipements, des ordinateurs adaptés aux personnes non-voyantes, mais l'aire de jeu de l'école maternelle de l'Institut a également été réhabilitée pour le bonheur des enfants. Le tout par les bons soins de la Fondation Cœur et Cœur. Reportage Khalil Diomandé, Mamadou Kwasi. Une salle informatique toute neuve, dotée de 25 ordinateurs de dernière génération, adaptés aux personnes non-voyantes. Nous sommes à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA, un don de la Fondation Cœur et Cœur. Je dis merci à la Fondation de nous avoir envoyé ces ordinateurs pour que nous puissions apprendre l'informatique. À ces outils informatiques s'ajoute la rénovation de l'aire de jeu de l'école maternelle. Le tout pour une enveloppe de plus de 15 millions de francs CFA. Les tout-petits contemplent déjà leur nouvel univers. Nous avons cherché pendant des années. Et cette année, nous avons des ordinateurs. Nous avons une aire de jeu pour les enfants de la maternelle. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Ces jeux seront très bien entretenus, y compris les ordinateurs qui vont nous permettre de travailler. Voir ces visages rayonnants de bonheur est un sentiment d'accomplissement pour Marietta Kassi, présidente de la Fondation Cœur et Cœur. Elle qui a fait de l'humanitaire un sacerdoce. Vous savez, on a tous plus ou moins des parents qui ont vécu ce handicap-là. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin en matériel informatique pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires à leur formation. Et donc, de pouvoir apporter une solution à des personnes qui en ont besoin à ce niveau-là, c'est une grande satisfaction que j'en tire. Créée en 2012, la Fondation Cœur et Cœur a pour mission de favoriser l'insertion socio-économique des personnes défavorisées par l'auto-emploi, d'œuvrer à l'amélioration du statut social et du cadre de vie des couches démunies et apporter assistance aux personnes vulnérables souffrant de maladies graves. À Blédouba, utiliser un ordinateur, c'est un luxe que les habitants autrefois ne pouvaient pas s'offrir, faute d'électricité dans le village depuis toujours. Aujourd'hui, c'est réglé. C'est donc un mauvais souvenir. Le village vient d'être raccordé au réseau électrique national et les populations ne se sont pas fait prier pour fêter l'événement. Depuis Blédouba, la correspondance de Sab Konan. Blédouba est un village situé dans la sous-préfecture d'Olodio, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Un jour nouveau s'est levé ici, depuis mai 2022. Ce village bénéficie de l'électrification rurale, après une soixantaine d'années passées dans l'obscurité. Les populations heureuses se souviennent de leur bienfaiteur, qui n'est autre que le président de la République, Alassane Ouattara. À l'occasion de la fête de la lumière, un hommage lui a été rendu. Depuis nous, on est nés, on n'a jamais vu ça. Avant, quand nous, on partait à Tabou, on attrape lampe ou on met pétrole pour aller à Tabou la nuit, pour aller faire le marché. Mais actuellement, tu peux marcher sans lampe dans ta main. Lumière brille partout. Je remercie le président Ouattara. Je le remercie beaucoup. Il n'a qu'à continuer ce qu'il est en train de faire. Depuis le temps, nos parents ont cherché, qu'ils n'ont rien vu. Mais aujourd'hui, nous sommes en joie qu'on a eu des lumières. Donc je dis merci à Dieu et je dis merci à Alassane Ouattara pour tous les efforts qu'il a fait. Dans le département du Tabou, sur 120 villages non électrifiés avant 2011, plus de 100 sont raccordés à ce jour au réseau électrique national, grâce au programme Électricité pour tous, initié par le chef de l'État. Oui, je préfère dire merci au président de la République qui, lui, a utilisé l'argent du contribuable pour apporter de l'électricité à Blédouba. Oui, je préfère dire merci au président de la République, bien que étant prévu depuis 1960, lui au moins a accepté d'apporter le courant à Blédouba en 2022. Souvent, quand nous empruntons la route de Tabou ou les routes de Tabou, nous avons l'impression que nous sommes oubliés, que le département de Tabou est oublié par le président de la République. Que non, notre département n'est pas oublié. La preuve, nous allons tout le temps dans nos villages pour faire la fête de l'électrification. Concernant la route, le moment viendra, parce que le président de la République a un projet pour nous tous. Le préfet de Tabou exhorte les populations à la paix et à la cohésion, pour le bonheur du département.
La Côte d'Ivoire a célébré récemment la journée nationale de la paix, du souvenir et du pardon. Et pour l'occasion, l'Église orthodoxe de Bingerville a initié une spéciale divine liturgie pour la paix. Et plusieurs confessions religieuses ont prié donc ensemble pour la Côte d'Ivoire. Un reportage, Frédéric Oulaye, dans un commentaire de Didier Nguessan. Accolades et poignées de main. Ils sont venus de diverses communautés religieuses dites monothéistes, un seul langage sur toutes les lèvres des leaders de la paix. Ce 15 novembre, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée nationale de la paix, une journée commémorée à l'Église orthodoxe patriarcale des nations. C'est la paroisse orthodoxe Résurrection de Bingerville qui a abrité la prière en faveur de la paix. Il faut magnifier la paix. Il faut magnifier la paix dans sa famille, dans sa communauté et sur le plan national. Notre pays se développe et tout cela se fait dans la paix. Il y a un adage qui dit, si le poisson prie pour l'eau, il prie pour lui-même. Prier pour nos autorités. À leur tête, le président de la République, c'est de prier pour la Côte d'Ivoire et pour nous-mêmes. Selon Monseigneur Sergio Pacomos Achija, évêque des nations de l'Église orthodoxe, la paix et la réconciliation reposent sur 7 principes, notamment la prière, le pardon et la transformation des cœurs. Avec tous les responsables religieux, musulmans, évangéliques, haris, de toutes les autres confessions, danites, etc., pour prier pour la paix. Et comme pour la paix, il y a un vecteur important, qui est le président de la République, c'est de prier aussi pour lui et pour chaque membre de son gouvernement. Parrain de cette spéciale divine liturgie pour la paix, Claude Sailly s'est réjoui de l'initiative avant d'exhorter les guides religieux à œuvrer dans l'unité pour la paix. Cette journée est donc importante parce qu'il n'y a aucun développement, il n'y a aucun progrès social qui ne peut s'accomplir sans la paix. Ce rassemblement œcuménique a vu la participation de la communauté musulmane, du judaïsme et de l'évêché évangélique. Cette célébration s'est déroulée autour du thème « Le bien de la Côte d'Ivoire est notre bien ». On en vient maintenant à la récente assemblée semestrielle des églises méthodistes du circuit de Goudouko. Elle s'est tenue à Niazaroko, dans le département de Lakota. Là-bas aussi, des prières ont été dites pour la paix et le développement en Côte d'Ivoire. On retrouve Jean-Marc Djedji. Cette assemblée semestrielle des églises méthodistes s'est tenue dans une ambiance conviviale en présence des cadres de Lakota et d'une délégation du ministère des Affaires étrangères. Lors de ce rassemblement, les chrétiens méthodistes ont intercédé en faveur d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Ils ont par ailleurs imploré Dieu afin qu'il assiste au quotidien les dirigeants de la Côte d'Ivoire et tous les habitants du pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était l'invitée spéciale de cette manifestation religieuse. Elle a fait parler son cœur par la voix de son directeur de la communication et porte-parole, Sam Wakouboué. Au nom de la ministre Kandia Kamara, Sam Wakouboué a fait don d'un ordinateur de bureau, une imprimante multifonction, un téléphone et un appui financier à cette communauté religieuse. C'est un acte de générosité, mais au-delà de cela, c'est un témoignage de cohésion sociale et de vivre ensemble que la ministre d'État partage ainsi avec la communauté méthodiste, témoignant ainsi du fait que la Côte d'Ivoire doit être rassemblée, la Côte d'Ivoire doit être unie, et tous les enfants doivent être solidaires dans l'accompagnement des actions du gouvernement du président de la République. Au nom des bénéficiaires, le surintendant délégué du district méthodiste de Lakota, le pasteur Claude Latte, a salué cet acte de générosité de la ministre d'État. Des prières ont été dites en faveur de la donatrice. Pendant ce temps, à la paroisse Saint-Paul des Lauriers à Cocody-Riviera, les paroissiens découvraient leur tout nouveau curé en la personne de l'abbé Vincent Zebo-Kwaku. Il a prêté serment, s'engageant pleinement au service de l'Église. On retrouve Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Ce serment officialise la prise de fonction de l'abbé Vincent Zebo-Kwaku en tant que nouveau curé de la paroisse Saint-Paul des Lauriers de la Riviera Faya. Il reçoit les clés de la paroisse des mains du représentant du cardinal d'Abidjan, l'archevêque Jean-Pierre Coutouan. Conscient de la lourde tâche de conduire les paroissiens à Jésus-Christ, le nouveau curé fait de la réconciliation des fidèles avec leur Créateur une priorité. Vincent Zebo-Kwaku est le 3e curé de la paroisse Saint-Paul des Lauriers de Faya.
Il a reçu des dons en espèces et en nature, mais il bénéficie également du soutien des paroissiens et du conseil paroissial en vue de la réussite de son ministère. Un peu plus de 400 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Guinée équatoriale, pays pétrolier d'Afrique centrale, pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales. Et pour la présidentielle, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un 6e mandat. Il détient déjà le record du monde de longévité pour un chef d'État hors monarchie, encore en exercice. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1979, à la dernière présidentielle en 2016, il l'a emporté avec près de 94% des voix. Et voilà qui nous amène au magazine du dimanche. Notre invité est de retour. Il nous a rejoint en plateau. Merci, Monsieur le ministre, Maître Adama Camara, ministre donc de l'Emploi et de la Protection sociale. Et je vous propose, Monsieur le ministre, qu'on suive cet élément vidéo. Question juste de planter le décor. Puis, on reviendra pour en parler pendant un quart d'heure. Merci, M. Yabi. Les États membres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale veulent une meilleure couverture sociale des populations dans la zone Cyprès, forte de 17 pays. Le forum a surtout pris 3 grandes recommandations, parmi lesquelles on peut citer la nécessité d'améliorer la gouvernance de nos institutions, d'optimiser les investissements en faisant appel aux produits du marché en vue de permettre d'atteindre des taux de couverture importants, et il a été souligné la nécessité de procéder à des revalorisations périodiques de leurs pensions. Ce 4e forum international sur la retraite a été l'occasion de sensibiliser les acteurs de la gouvernance sur leur rôle dans l'équilibre financier à long terme de la retraite. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, a marqué l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire sur le sujet au plus haut niveau. 243 participants à ce 4e forum international. Plusieurs ministres de la zone Cyprès ont rehaussé de leur présence ces assises. Merci à vous, Serge Coléa, et votre caméraman Ulrich Adongon. Monsieur le ministre, comment se portent nos institutions de prévoyance sociale? Écoutez, en Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir 3 institutions de prévoyance sociale. Une qui s'occupe spécifiquement de la couverture du risque maladie, qui est la Caisse d'assurance maladie universelle. Ce n'est pas celle qui nous amène sur le plateau. Et les 2 autres, c'est la SEGRAE. Elle s'occupe de la couverture du risque vieillesse des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, et la CNPS pour le secteur privé formel et informel. Je peux vous assurer que toutes les 3 caisses financièrement se portent bien, et elles se portent très bien. Très bien. Oui. D'accord. Donc les retraités peuvent dormir tranquilles. Oui, et les mots sont pesés et choisis. D'accord. Comment cette embellie a pu être possible, Monsieur le ministre, quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, ces entreprises-là, ces institutions connaissaient plutôt un déficit? Effectivement, déjà en 2011, toutes ces institutions, avant que le président de la République n'ait procédé aux réformes structurelles, étaient en situation de déficit chronique. Et avec les réformes opérées par le président de la République en 2012, ces institutions de prévoyance sociale ont renoué avec les excédents de gestion. Et pour que ces institutions renouent avec les excédents de gestion, il a fallu faire des réformes structurelles paramétriques. Et au nombre de ces réformes, vous avez la première qui a consisté à améliorer la gouvernance de ces institutions de prévoyance sociale afin qu'elles soient outillées pour pouvoir réaliser des excédents de gestion. La deuxième réforme paramétrique a consisté à allonger la durée de la retraite. Certains fonctionnaires ou agents, travailleurs du secteur privé, dont la durée de la retraite était 55 ans ou 50 ans, on est passé de 55 à 60 pour certains,
et de 60 à 65 pour d'autres. Le niveau des cotisations ont été relevés. Et là, je profite pour saluer le patronat et les travailleurs. Il a fallu un dialogue social constructif pour que les centrales syndicales et le patronat acceptent que les montants des cotisations augmentent. Ensuite, un autre paramètre qui a été révisé, c'est la durée pour pouvoir être éligible, la durée de cotisation pour pouvoir être éligible au droit à la retraite. Ouais, toutes ces réformes-là, ce sont ces réformes mises ensemble qui ont permis à nos institutions de prévoyance sociale de connaître les excédents de trésorerie qu'elles connaissent. Et c'est l'occasion pour nous d'indiquer que ces réformes-là ont procédé de la volonté du président de la République. Lorsque les institutions de prévoyance sociale ont appliqué ces réformes-là, elles ont connu ces excédents. Ces Et à quoi servent ces excédents? Qu'est-ce qu'elles en font? Ces excédents sont utilisés pour faire de nos institutions de prévoyance sociale des investisseurs. Elles investissent pour pouvoir générer des dividendes qu'elles ajoutent sur leurs excédents pour que, à bonne date, elles continuent à payer les pensions de nos retraités. Des investissements non risqués, monsieur le ministre. Non. Vous pouvez nous l'assurer ici? Non, je vous assure que nos institutions de prévoyance sociale, au niveau des règles d'engagement des excédents de gestion, les règles sont extrêmement rigoureuses. Alors, quel type d'investissement non risqué vous faites, par exemple? Nos institutions de prévoyance sociale investissent dans le secteur de l'énergie, ils investissent dans le secteur du logement, ils investissent dans le secteur des transports, ils investissent dans le secteur des obligations étatiques. Ce sont des investissements sécurisés qui leur permettent de fructifier leurs revenus pour maintenir l'équilibre financier tant souhaité pour les institutions de prévoyance sociale. Justement, l'équilibre financier, nous allons y revenir parce que c'était le thème du forum que vous venez d'organiser ici à Abidjan. Combien de cotisants en tout comptent nos institutions, monsieur le ministre? Si je prends nos deux institutions en charge de la gestion de la retraite, la CRAE et la CNPS. Au niveau de la CNPS, lorsque moi j'ai été nommé ministre de l'Emploi et de la Protection sociale... On était en avril 2021. En avril 2021. Au niveau des cotisants, on avait 830 000 cotisants. Et au niveau de la CRAE, ce sont les fonctionnaires et agents de l'État. L'ensemble des fonctionnaires. Voilà, dont le nombre est connu. Mais à date, avec la mise en œuvre du régime social des travailleurs indépendants, dont nous avons fait la promotion dans le cadre de la ronde du social, le nombre de cotisants de la CNPS est aujourd'hui à 933 000 au niveau des travailleurs du secteur formel, et au niveau des travailleurs du secteur informel, nous sommes dans l'ordre de 160 000. Grosso modo, le nombre de cotisants au niveau de la CNPS est passé de 933 000 à 1 100 000. 1 100 000. De 800 000, vous avez dit. Voilà, de 833 000 à 1 100 000. À peu près 300 000 nouveaux adhérents. 300 000 nouveaux adhérents, secteur formel et informel. Ça va, c'est bon, vous en êtes satisfait? Écoutez, je ne suis pas satisfait, simplement parce qu'il y a encore de la profondeur. Vous savez, les caractéristiques de nos économies, c'est un sujet dont on a abordé au niveau de nos assises. C'est le secteur informel qui domine l'activité économique de nos pays. 80, voire 90%. Donc nous avons encore de la profondeur pour aller chercher nos compatriotes qui ne sont pas encore... Et c'est quoi vos objectifs? Écoutez, nos objectifs que le président de la République nous a assignés, c'est de faire adhérer le plus grand nombre de nos compatriotes à notre système de protection sociale. Et le plus grand nombre, c'est combien et à combien de temps vous vous donnez pour y arriver? Écoutez, nous nous donnons d'ici 2025
arriver au niveau du secteur privé formel et informel, arriver à un chiffre qui avoisine les 5 millions. Et 5 millions d'adhérents, donc c'est certainement pour ça que vous avez différents produits. Hein. Vous avez de nouveaux produits. Les tout derniers, par exemple, je peux citer la retraite complémentaire par capitalisation, par exemple. Oui, la retraite complémentaire. Qu'est-ce que c'est, dites-nous? Écoutez, la retraite complémentaire par capitalisation est née de la capacité d'anticipation du président de la République en tenant compte du retour d'expérience de ce que le revenu de remplacement que nos braves travailleurs, fonctionnaires et agents de l'État recevaient ne leur permettait pas de maintenir leur niveau de vie qu'ils avaient quand ils étaient en activité. Et quand ils cotisaient? Quand ils cotisaient, ils avaient 50, 60, 70% du revenu de remplacement qu'ils avaient. Et avec la retraite complémentaire, ce n'est rien d'autre que l'appel à la capacité d'épargne du travailleur pour lui permettre de combler ce manque qui va survenir s'il ne souscrit pas à la complémentaire. Et encore là, il faut saluer le dialogue social qui a prévalu au moment de l'adoption de ce régime complémentaire. Malheureusement, tout le monde n'y a pas encore droit à la complémentaire. Non, tous les fonctionnaires et agents de l'État ont la possibilité d'y souscrire. À quand la complémentaire pour tous, pour tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires? Pour le secteur formel. Il est bon de rappeler que la réforme de 2012 a réparé une injustice sociale. Les 80 à 90% des travailleurs du secteur informel n'avaient aucun système de protection sociale. Aujourd'hui, avec le régime social des travailleurs indépendants, ils ont à la fois le régime de base et le régime de capitalisation. Ceux du secteur formel qui avaient le régime de base n'ont pas encore le régime de capitalisation. Et nous travaillons pour que la chaîne soit bouclée. Soyez-en rassurés, très bientôt. Le président de la République nous a instruit fortement de faire le nécessaire pour que ces travailleurs-là soient logés à la même enseigne que les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, que les travailleurs du secteur informel. Tout à fait. Et à une échelle plus large, Monsieur le ministre, quel est l'état des lieux de la branche retraite dans la zone Cyprès? Écoutez, la branche retraite dans la zone Cyprès ne se porte pas bien. C'est la raison pour laquelle les membres de notre organisation ont souhaité venir s'imprégner de ce que la Côte d'Ivoire a fait pour que la branche retraite se porte bien. Ils sont venus s'imprégner des réformes paramétriques que nous avons faites pour que les excédents de gestion soient au rendez-vous. Soit au rendez-vous. La Cyprès, je le rappelle, c'est la conférence interafricaine de la prévoyance sociale et elle compte 17 pays. Il arrive souvent, vous le dites si bien, il arrive souvent des retards ou même des non-paiements des prestations dans certains organismes dans cette zone Cyprès. À quoi cela est-il dû, Monsieur le ministre? Écoutez, c'est simple. Moi, je vous ai dit, le président de la République, quand il a accédé à la magistrature suprême, nos caisses étaient en situation de déficit. Les réformes paramétriques que le président de la République a appliquées à nos institutions de prévoyance sociale, pour reprendre une expression, comme on le dit à Yopougon ou à Bobo, qui émane d'une célèbre chroniqueuse, mais la santé financière de nos institutions de prévoyance sociale a fait bim. Elle a fait bim, elle s'est améliorée. Comme on dit encore, l'argent est devenu beaucoup. Et alors, vous avez donné vos recettes? Nous avons donné ces recettes aux autres institutions, aux autres acteurs qui sont venus les chercher chez vous. Ils sont venus les chercher chez nous. Et ils sont venus, ils ont appris et ils se sont engagés à les appliquer chez eux parce que selon eux, ces réformes structurelles qui constituent le fondement du ouattaraïsme en matière de sécurité sociale. Mais ce n'est rien d'autre que ne laisser aucun des citoyens au bord de la route. Parce que la finalité de la protection sociale, c'est fournir des prestations à tous pour pallier aux conséquences financières des risques sociaux couverts et
si par extraordinaire le risque se réalise, il faut que financièrement, les gens soient pris en charge. Voilà donc le choix, selon vous, le choix d'Abidjan, le choix de la Côte d'Ivoire pour organiser, pour abriter ce 4e Forum international de la retraite. Ils sont venus chercher des recettes chez nous. Oui, ils sont venus chercher des recettes et nous avons été heureux de les recevoir. Le directeur de la CNPS, le directeur de la SEGRAE ont fait partie des panélistes pour partager avec nos frères de la CIPRES notre expérience réussie. Quel était l'objectif principal de ce rendez-vous, de ce forum, ce 4e forum? Écoute, ce forum a voulu mettre au cœur des politiques publiques la question de la sécurité sociale, singulièrement celle qui a trait à la retraite. Vous savez, tout au long de notre existence, pendant que nous travaillons, nous avons besoin d'être protégés. Pendant que nous allons à la retraite, le moment de fragilité le plus accentué, nous avons besoin d'être sécurisés en étant certains que bien que nous ne travaillons pas, nous allons recevoir un revenu de remplacement parce que nous avons cotisé. Et ce n'est pas par hasard qu'on a insisté sur l'équilibre financier. L'équilibre financier permet de payer à bonne date, avec les cotisations, les pensions des retraités. Mieux, l'équilibre financier permet de maintenir un principe sacro-saint en matière de risque vieillesse, qui est la solidarité intergénérationnelle. Il faut perpétuer cette solidarité intergénérationnelle en utilisant rationnellement les cotisations des actifs pour pouvoir payer les pensions des valeureux travailleurs qui sont allés à la retraite. Vous y êtes revenu, c'était cela donc le thème de ce 4e forum. Absolument. Équilibre financier de la branche retraite dans la zone CIPRES, gage d'une meilleure couverture sociale. Vous l'avez donc expliqué, il s'agit de pouvoir avoir les ressources et payer à bonne date les cotisations des adhérents. Quelle retombée pour la Côte d'Ivoire à l'issue donc de ce 4e forum? C'est simple. Là où les retombées essentielles de ce forum pour la Côte d'Ivoire, c'est que le ouattaraïsme en matière de sécurité sociale est une école qui gagne. Et n'est admis dans cette école que ceux qui veulent appliquer les règles de bonne gouvernance et de saine gestion des institutions de prévoyance sociale. C'est une fierté pour notre pays que d'être vu dans le cadre communautaire comme étant le meilleur élève. Vous savez, les meilleurs élèves sont choyés. Et notre pays doit avoir l'orgueil de dire que nous avons la chance d'avoir son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, qui a métamorphosé notre système de protection sociale. De sorte que, aujourd'hui, nos retraités n'ont plus d'angoisse pour le futur. Nos gestionnaires des institutions de prévoyance sociale n'ont plus d'angoisse pour les fins du mois quant à faire face à leurs obligations. C'est la finalité, le bien-être. Et c'est un facteur de paix et de stabilité pour un pays. Et c'est ce que notre pays a exporté. Déjà, ouattaraïsme, qu'est-ce que c'est? C'est un courant, une philosophie? Ah, c'est une philosophie, c'est un humanisme en matière de protection sociale. D'accord. Et que retenir de ce forum, Monsieur le ministre? Quelles sont les principales recommandations à l'issue de ce 4e forum? Écoutez, à l'issue de ce forum, nous nous sommes tous accordés pour dire que dans nos pays respectifs, il faut que nous nous approprions le constat selon lequel le secteur informel, qui représente 80 voire 90% du tissu économique, n'est pas encore assuré dans une proportion acceptable. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un instrument juridique qui le permet. Mais certains pays de la CIPRES ne l'ont pas encore. Une des raisons pour laquelle ils sont venus s'imprégner. Ils sont venus s'imprégner de ce que nous faisons pour faire assurer toute cette population qui ne doit pas être laissée de côté. Ce qu'il faut encore retenir de ce forum, c'est aujourd'hui la gestion de nos organismes de protection sociale, la bonne gouvernance, l'anticipation. Surtout,
celles qui réalisent des excédents de gestion, le placement de ces excédents de gestion pour pouvoir générer des dividendes à ajouter sur les cotisations est un métier. Et ce métier-là commande qu'au sein de ces institutions de prévoyance sociale-là, il y ait des divisions gérées par des hommes aguerris à ce corps de métier-là. Nous nous sommes tous mis d'accord sur ça et je pense que c'est l'occasion pour moi de féliciter nos deux directeurs que sont M. Berthet et M. Kouassi de la CNPS. Dans les enseignements du président de la République, ils ont fait l'instauration au sein de leurs institutions de prévoyance sociale, ces structures qui leur permettent de réaliser de bons résultats aujourd'hui. Et il a été aussi question de chercher à mobiliser d'autres ressources additionnelles pour stabiliser financièrement la branche. La Côte d'Ivoire est donc... Oui, il y a eu le débat. Certains avaient voulu qu'on ait recours à la fiscalité. Mais nous, on leur a dit que chez nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas eu recours à la fiscalité. Nous n'avons eu recours qu'aux cotisations qu'on a mobilisées suffisamment à partir des réformes paramétriques que nous avons effectuées. Et réinvestir. Et le bon placement de ces cotisations-là nous ont permis de générer des excédents de gestion ainsi que des dividendes dans le cadre des placements judicieux que nous avons fait pour le compte. Et c'est ce qui vous a réussi au point où en 2020, à l'avènement de la Covid, on n'a pas eu besoin, malgré la non-cotisation des adhérents, vous avez réussi à... Bien sûr, bien sûr. Il est bon de le rappeler. Lors de la survenance de la Covid, à juste titre, nos retraités étaient angoissés parce que si nos institutions de prévoyance sociale n'avaient pas cette résilience face au choc extérieur, elles n'auraient pas permis, en dépit du fait que les entreprises aient été soulagées du paiement des cotisations sociales et les institutions de prévoyance sociale ont continué à payer les pensions de nos braves retraités. Oui, tout à fait. On s'en souvient bien. Quels peuvent être, Monsieur le Ministre, les mécanismes de réforme, les mécanismes de réforme qui préservent ou garantissent une stabilité financière? Écoutez, dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, au niveau de la gestion, le président a fait une réforme qui a conduit à une gestion tripartite. Les travailleurs, le patronat et l'État sont associés dans la gestion des institutions de prévoyance sociale. Chacun surveille l'autre. Tous sont cotisants. Et ensuite, en fonction de la structure démographique de notre pays, les études actuariales nous ont permis de comprendre qu'il fallait toucher à certains paramètres que je vous ai indiqués abondamment. On peut le dire, Monsieur le Ministre, l'avenir est prometteur. Oui, en Côte d'Ivoire, l'avenir est prometteur. Le président nous a enseigné que quand l'argent travaille, on ne fait pas trop de bruit. Sachez que l'argent de nos deux institutions de prévoyance sociale travaille bien pour le bonheur de nos retraités. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, merci d'avoir pu effectuer le déplacement de la RTI pour nous instruire sur le monde de la prévoyance sociale et revenez nous voir quand vous le voulez. Avec plaisir. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ravi, comme toujours, de vous avoir présenté cette édition. À la semaine prochaine. Restez en place.